comment les pays africains peuvent se développer. C'est ça ma question. Merci beaucoup. Merci. Mais je ne serai pas long, puisqu'on se trouve dans un domaine purement théorique. Et c'est dans ce contexte-là que ma question se situe. Ce n'est pas une question, mais c'est simplement une inquiétude que le professeur Bouba lui-même, il dit c'est bien, parce qu'il disait, en demi-mot, révolutionnaire au bord de la Seine, mais bourgeois en Centrafrique. Autrement dit, révolutionnaire en Europe, mais bourgeois en Afrique. Je le dis comme ça. Est-ce que ça ne serait pas une entrave à ce, justement, mouvement de panafricanisme? C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais poser cette question. Avec notre France-IFA dans la communauté, est-ce qu'on peut parler vraiment du développement? Vu qu'une quantité énorme de notre France n'a pas été détenue par la France, je pense que c'est ma préoccupation. Merci beaucoup. Alors, je salue tout le monde. Je salue tout le monde dans la salle. Je suis Lemakete Stéphane. Je voudrais aussi intervenir dans ce sens. J'ai suivi avec brio ce que l'intervenant veut juste ici de nous exposer. Vous savez, dans le monde, on voit que c'est la politique, c'est l'économie qui sont le socle même du développement. Et nous sommes en train de voir dans notre pays ici, si on parle aussi de l'Afrique, puisque nous sommes dans le contexte panafricain, nous avons ce que notre venait de dire tout à l'heure, nous n'avons pas une monnaie. Et c'est déjà le symbolisme même de notre faiblesse. La monnaie que l'Occident nous a imposée, le franc CFA. Est-ce qu'on peut sortir avec... nous pouvons vraiment nous développer avec cette monnaie, le franc CFA, qui déjà nous place sous la domination de l'Occident. Et de nos jours, lorsque on parle de l'unité, vous avez tout à l'heure parlé de l'unité qui doit vraiment être à la une pour que l'Afrique puisse se développer. Et si nous voyons bien, il n'y a pas de solidarité entre nos chefs d'État. Quand l'Occident, ou bien quand les États-Unis veulent attaquer un autre pays, ils font tout pour désolidariser les autres chefs d'État afin d'attaquer ce pays. Et est-ce que, dans ce contexte, est-ce que l'Afrique peut se développer? Si on voit bien tout ce qui se passe, eu égard à tout ce qui se passe, vraiment, l'autre inquiétude est si grande. Le combat du panafricanisme est tellement de taille que vraiment nous avons des éléphants sur nos pistes qu'il faut bien avoir des stratégies pour mener ce combat. Sans ça, on n'y pourrait pas. Vraiment, ma préoccupation, c'est ça. merci. Merci beaucoup pour ce thème que vous avez organisé. Je devais être là hier, mais malheureusement, je n'ai pas pu compte tenu du temps. Et ma question est celle-ci. Je vais demander, parce que en Afrique, parce que vous avez parlé du panafricanisme, je voulais poser cette question. En Afrique, on veut toujours prendre les leaders médiocres. Pas pour le développement du pays, mais pour la médiocrité. Est-ce que je peux avoir une réponse pour ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vraiment on prenne c'est-à-dire des leaders qui savent, comment je peux dire, qui savent faire le panafricanisme compte tenu de notre économie africaine. Voilà, merci. Quand les États gouvernent mal, c'est une répercussion qui engendre sur la jeunesse. Vous allez voir que de nos jours, les gens ne vivent pas, mais les gens survivent. Alors nous vivons sur notre propre territoire, sur notre propre continent. Au lieu de mieux vivre, on survit. Et du jour au lendemain, on réclame cette vie, on se pose la question, mais comment faire pour mieux vivre? Comment faire pour mieux survivre? Est-ce que nous devons continuer dans ce sens à demander à ces gens-là, à ces gouvernants-là, nous les réclamons comment mieux vivre puisque nous vivons sur notre propre territoire? Alors face à ce genre de situation, je pose la question, qu'est-ce que le panafricanisme propose comme solution pour pallier à cette crise? Ma question est la suivante. Vous avez parlé ici que les Africains doivent être unis.
Mais là, vous avez dit qu'il faut que pour créer les États-Unis d'Afrique, il faut qu'on ait une seule langue. Mais ne pensez-vous pas que cela ça va poser certains problèmes parce que les Africains veulent garder leur culture. Et si on parle de culture, on va là, notre langue. Par exemple, en Centrafrique, le sargo, que les Centrafricains aiment bien et qui aimeraient bien garder. Mais si on essaye de se défaire un peu de cette langue, d'adapter, je ne sais pas, une autre langue, ça ne va pas créer là des problèmes de développement panafricain en Afrique. C'est là ma question. Merci. Merci pour les interventions. Je suis Sylvain Oulani. J'ai deux petites questions à vous poser. La première, vous avez parlé de fédéralisme des États africains. Sur ce, je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. Comment expliquez-vous le déferlement des attaques xénophobes qui ont eu lieu dans les semaines passées en Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud fait partie des BRICS? Et comment expliquer que le gouvernement sud-africain ne peut pas mettre des politiques claires en place pour pouvoir réunir les Africains en tant que leaders? Ça, c'est ma première question. Et je voudrais aborder ma deuxième question sur les questions d'actualité au niveau de l'Union africaine. Quand vous avez parlé de fédéralisme comme moyen qui va nous permettre de faire contrepoids à l'impérialisme, comment est-ce que au niveau de la sous-région, c'est-à-dire au niveau de l'Union africaine, sachant que la plupart de ces États sont les vassaux des Occidentaux, à ce niveau, quels sont déjà le travail que nous pouvons mener pour pouvoir jouer le rôle du contrepoint pour la Renaissance africaine? Voilà ma deuxième question. Merci. Oui, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de questions, mais des questions qui se recoupent en réalité. Je vais essayer donc d'être le plus bref, mais le plus précis aussi. Dans l'ordre, donc j'ai noté le frère Imam Célestin, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui a parlé de l'ONU. Est-ce que la charte de l'ONU serait là pour appauvrir en fait les Africains et organiser les déstabilisations et autres? Bon, déjà nous nous situons, nous, à l'opposé du système qui gouverne l'Afrique. Quand on parle, on ne représente pas les États, les gouvernements africains actuels. Nous parlons du point de vue de ceux qui combattent ce système et qui veulent que ce système s'arrête. L'ONU, ce n'est qu'un cadre. L'ONU, par elle-même, n'est rien. Ils ont un conseil de sécurité qui est contrôlé par les grandes puissances. À travers ce conseil de sécurité, ils décident de ce qu'ils doivent faire sur les autres. L'histoire de l'ONU, c'est déjà par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, mais d'abord la SDN, qui a été créée après la Première Guerre mondiale. Après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, entre guillemets, je dis toujours, parce que ce sont des conflits européens. C'est entre Européens qu'on a voulu étendre dans le monde, puisqu'ils avaient des empires, donc ils ont impliqué tout le monde. Ils disent que ce sont des guerres mondiales. Non, ce sont des guerres européennes, des guerres de l'ultranationalisme européen, les deux guerres mondiales. Et donc, ils ont créé l'ONU pour faire la paix entre eux. Je rappelle que quand on a créé l'ONU, l'Afrique est encore sous colonisation. Nous nous faisons intégrer le cadre par la suite. Bon. Donc, tout ce qu'on décide à l'ONU, la charte pour l'autonomie, pour ceci, pour cela, il faudrait que ce soit les peuples qui forcent leur application. Je rappelle que dans les années 70, il y a eu des luttes de libération nationale en Afrique, notamment des Cabral, de Agostinho Neto, au Zimbabwe avec Mugabe contre les Anglais et autres et tout. Mais la charte de l'unité était à voter. Mais ils ont forcé les Nations Unies à accepter cette réalité. Donc nous devons, par notre implication, par notre combat, à forcer l'ONU à appliquer ces textes. Ou en sortir, pourquoi pas? C'est pas on peut sortir de l'ONU. L'ONU a été créée pour les intérêts, il faut le dire encore une fois, de la paix en Occident. Entre l'Allemagne et la France, et les États-Unis sont venus avec l'URSS qui ont aidé, ils ont créé l'ONU. Donc, bon, déjà son fonctionnement n'est pas déjà démocratique. L'une des raisons pour lesquelles les puissances qui sont à l'intérieur ont des influences dans le monde, c'est c'est même eux qui écrivent le draft pour les Africains quand il y a des décisions à l'ONU. Le président Gbagbo l'a dit ces derniers jours, il a expliqué que le draft concernant les pays africains seront écrits par la France. C'est la réalité. Donc je pense que oui, on peut considérer que l'ONU en tant qu'institution
n'agit pas par elle-même, c'est grâce à ceux qui dominent, contrôlent et qui font agir l'ONU, ainsi de suite. Donc l'ONU ne nous aidera pas tant que nous-mêmes ne serons pas déterminés pour forcer l'ONU à suivre nos points de vue. Le grand frère Ruffin a récité, a rappelé une phrase du président Abel Goumba qui disait que les révolutionnaires au bord de la Seine, les bourgeois en Afrique, au bord du fleuve, ils disaient son Congo ou Bangui, comme on veut. Mais c'est vrai, si vous regardez la plupart des candidats actuellement en course aux élections présidentielles, ils n'habitent pas ici, hein. Ils ont tous des maisons en France, à l'étranger. Et le discours qui est tenu en France pour dire qu'on va sortir le pays de l'ordinaire, pas que de la Centrafrique, du Congo, partout. Nous avons cette particularité aujourd'hui. Ceci dit, hier on avait parlé de cela. Autant à l'extérieur, ils disent que le pays va mal et autres et tout, mais il faut regarder leurs propositions. Leurs propositions sont même pas timides, mais mensongères. Hein? Personne n'a parlé des bases militaires, personne n'a parlé de la dette odieuse, personne n'a parlé de la répression monétaire avec le franc CFA. Dans cette élection, il n'y en a pas. On promet qu'on va développer avec quoi? Si on n'a pas des moyens de développement, le développement, ce n'est pas quelque chose juste en récitant. Il faut les moyens de développement. Ces moyens de développement résident dans le contrôle monétaire, dans la maîtrise de sa défense, et ainsi de suite. Nous avons quand même un pays où on a cité le parc colonial en 60 avec Dako, c'est-à-dire la défense de la Centrafrique par la France, militairement. 60 ans après, il y a des guerres. Donc la France est aussi responsable de ce chaos. Elle a failli. Pourquoi on ne le dit pas? Les Centrafricains sont responsables. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que quand on dit ça, certains Africains, par aliénation, ah oui, vous accusez l'Occident. Non, 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 non. On a accusé l'Occident. Les Centrafricains sont responsables, il n'y a pas de problème. Mais tous les pays de la zone franc, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, ont maintenu le parc colonial, notamment en matière de défense. Mais les guerres. Quelqu'un a rappelé la lettre de Boganda qui disait à Abel Goumba, dans les 3 éléments pour bien gouverner, c'est aussi l'armée. Est-ce que Boganda aurait accepté qu'il y ait 50 ans de base militaire ici? Tout le monde rappelle Boganda, Boganda, Boganda. Tous ceux qui sont passés au pouvoir, et les rebelles, nous sommes tous au Boganda. Mais c'est folklorique, parlons du contenu de Boganda. Le contenu de Boganda est précis. Avant, on s'appuyait sur un certain Clark, qui était d'ailleurs directeur de cabinet d'Abel Goumba, en 56-59, un Européen qui a écrit sur l'histoire de la Centrafrique. Tous les intellectuels centrafricains s'appuient sur lui. Mais depuis, vous avez le meilleur témoin, le meilleur acteur, le sujet lui-même de la décolonisation Abel Goumba, qui a écrit ses mémoires. Référez-vous à ses mémoires. Il est le seul à avoir écrit ses mémoires de son vivant, de tous les leaders de la loi 4, je l'avais dit hier, qui a écrit de son vivant et qui a de ses-mêmes. On sait que beaucoup se font parfois écrire leurs livres. Et qu'il a défendu, il a voulu défendre tous les 3 tomes de son vivant. Il a fait les 2, le 3e sortira à titre posthume. Au moins ça. J'ai rappelé aussi hier qu'il y avait un projet d'écriture d'un livre sur Dako, au moment où nous préparions le 2e ou le 1er tome à Paris. L'Européen qui était en train de préparer ce livre, dès qu'il a appris que Goumba devait écrire, il a abandonné son projet. Il voulait encore faire du mensonge, comme ils avaient l'habitude de faire, parce que Goumba n'avait pas écrit depuis. Tout le monde sait que quand Goumba parle ou écrit, on sait ce que c'est. Et le projet a été abandonné. Vous voyez, donc je dis ça pour dire qu'en effet, je recoupe avec l'intervention sur Goumba. Donc oui, nous avons des élites, peut-être nous-mêmes aussi, dans une certaine mesure, menteurs. Nous sommes des menteurs. Nous mentons à nos peuples, on ne dit pas la vérité. On doit avoir la modestie de le dire. Nous qui parlons, osons parler au nom du peuple, on ne dit pas la vérité. Un leader politique aujourd'hui aux élections qui ne parle pas de la dette, de sa structure, de ses origines, ainsi de suite, de ce que ça cause comme dégâts. Je rappelle que même avec ces régimes néocoloniaux, il y avait quand même des hôpitaux dans les années 70, 80. C'est le PASS, programme d'ajustement structurel, qui a freiné ce mouvement. Et donc on ne peut pas continuer à appliquer les programmes d'ajustement structurel comme ça. Alors, le frère Guy Arnold a dit, peut-on le franc CFA? Oui, le franc CFA, d'abord, c'est une monnaie fédérale, enfin commune, disons, mais ce n'est pas notre monnaie. C'est une monnaie qui est contrôlée par ceux que vous savez. Ils font ce qu'ils veulent de cette monnaie. On ne peut pas aujourd'hui, je vous dis, je vous prends un exemple, le gouverneur ici de la banque ne peut pas décider d'élever les taux, de diminuer comme il veut avec le franc CFA. Rien que ça. Ça fait vraiment partir de ses attributions. Il faut la banque centrale commune, la France a un droit de veto dans le fonctionnement du franc CFA. Tout le monde le sait. Il faut lire les statuts
de la BEA, de ces banques centrales sont publiques. Hein. Ce qu'on dit là, c'est même pas privé, c'est public. Rien que ça peut faire l'objet d'une insurrection populaire. Et c'est comme si on est presque habitué quoi, avec ça. Non, c'est pas avec le franc CFA. Par contre, ce que nous proposons, c'est que nous puissions faire une vraie monnaie qui sert au développement, une monnaie de développement, que nous allons utiliser à notre gré, d'évaluant ou réévaluant, comme nous voulons. La Chine a vécu avec sa monnaie qui était inconvertible. Jusqu'à très récemment encore, la monnaie chinoise était inconvertible. Est-ce que la Chine n'a pas fait son développement? Enfin, elle ne fait pas son développement. La Chine n'a pas appliqué les directives du FMI de la Banque mondiale. Voilà un exemple. Il faut citer un seul pays qui s'est développé avec les programmes d'ajustement structurel, avec le PPDE. Mais en même temps, on nous vend des dirigeants qui ont fait carrière chez FMI et Banque mondiale comme étant des meilleurs dirigeants. Des Ouattara, des Nanani, tout ça. Pour ces programmes-là, vous voyez, donc on ne peut pas... non, nous sommes contre et nous voulons nous battre pour avoir une vraie monnaie fédérale commune qui va nous permettre de nous développer et on ne compte pas sur le franc CFA. Le frère Stéphane aussi a parlé du franc CFA. Il a dit l'unité, il n'y a pas de second des chefs africains. Oui, en fait, je pense que je regroupe avec l'Union africaine. Nous considérons que l'Union africaine est une imposture. L'Union africaine est une imposture, et intellectuelle, et politique, et tout ce que vous voulez. L'Union africaine, on ne peut pas la comprendre sans comprendre la création de l'OUA. Le premier échec des panafricanistes, c'est en 63, en mai 63 à Addis Abeba. Kwame Nkrumah a raté. Nous sommes des Nkrumhistes, mais nous savons que ça a été un échec. En 63, quand on a créé l'OUA, Kwame Nkrumah, face aux autres, voulait lui qu'on crée les États-Unis d'Afrique dès cet instant-là, c'est-à-dire une défense commune, une diplomatie commune. Il faut lire, hein, il y a un livre sur tous les textes lus par nos chefs d'État en mai 63 à Addis Abeba. Nkrumah était le seul à la tribune à dire nous sortirons d'ici avec une diplomatie commune, une défense commune. Il a même dit tout ce que nous vivons aujourd'hui. Si on ne le fait pas, certains parmi nous seront débarqués par des armées, par des bases militaires étrangères. Mais on l'a vu, Gbagbo a été le prendre comme un rat. Un chef d'État africain, on l'a pris comme un rat. Et c'est pas assez pour nous faire réagir. Mais qu'est-ce qu'on veut d'autre pour qu'on réagisse? Vous voyez, donc, en fait, c'est parce que, bon, l'Africain avec l'aliénation, il croit plus aux prophètes et autres et tout. Mais les Lumumba sont des prophètes. Si vous lisez ce qu'ils disaient, ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. On nous avait prévenu. Ce que nous vivons aujourd'hui, le chaos partout, ça a été dit. Ce que Goumba dit dans cette interview que vous avez vue, il a dit déjà en 59. La descente aux enfers de la Centrafrique, il a dit déjà quand on a fait du message de parti unique. Donc c'est pas nouveau. Et les premières mesures qui ont fait plonger ce pays, c'est dès la prise au pouvoir de Dako. Ces premières mesures de la descente aux enfers de la Centrafrique sont parties de là. Pourquoi ça n'a fait qu'amplifier, quoi, ça n'a fait que mettre le truc dans ainsi de suite. Il faut dire la vérité. Donc ces gens-là, si nous étions un peu plus africains, moins aliénés, on devait en faire nos prophètes. Ils ont tout expliqué. Il faut lire les textes. C'est frappant. Quand vous lisez un texte de Cheikh Anta Diop de 60, il explique, il dit pire que la balkanisation. Nous serons, si on ne fait pas l'unité maintenant, la sud-américanisation. Il a même pris des exemples. À partir d'une simple ambassade occidentale, on ne peut pas renverser des régimes. Mais les gens qui ont lu à l'époque disaient qu'ils exagèrent. Mais on le sait. Quand vous êtes opposant ici, si vous êtes reçu par l'ambassade de France, tout de suite vous êtes soupçonné. Parce que le pouvoir est là-bas. Le pouvoir n'est pas ici, il est à Paris. On nous avait prévenus. Donc on ne peut pas dire que c'est... Non, pour nous, ces chefs d'État ont failli. Il nous faut nous organiser pour imposer notre dogme. La sœur Laure a dit, on prend toujours des leaders médiocres. Oui, mais c'est le propre du néocolonialisme. C'est le propre du néocolonialisme de prendre des médiocres. Le gouvernement de Boganda, puisqu'on est en Centrafrique, je prends les exemples précis du pays. C'est valable hein, pour d'autres pays, par exemple. De Boganda. Pourquoi, j'ai dit hier, pourquoi Boganda est parti chercher à Ben Goumba pour en faire le président du gouvernement? Alors les Tango étaient ici. Goumba était au Moyen-Congo. Il était médecin. Il était médecin à Makwa et à Dolisie.
pourquoi Boganda lui a laissé le goût. C'est quand même un acte important. Il n'était pas militant ici à Bangui avec les autres. Et Dako, tout ça, il était militant du Messane. Mais on est parti chercher Goumba. Pourquoi? Il faut se poser cette question. Parce que Boganda l'avait déjà eu comme élève. Et quelqu'un a rappelé, je l'ai dit hier, merci beaucoup. Quand Goumba est parti à William Ponty, Boganda continue à le former par des échanges épistolaires. Mais il faut le dire, ces lettres, Goumba les a publiées. C'était des formations. Et lorsqu'il y a eu la possibilité d'avoir le premier gouvernement, Boganda dit, c'est lui ce jeune homme. Il a vu son caractère très tôt, petit. Et quand il est parti à William Ponty, Goumba n'a pas changé, il est resté le même. Il a dit, tu arrêtes avec ton métier de médecin, viens gouverner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Durant la loi cadre, Goumba a affronté l'administration coloniale. Je vous prends des exemples précis. Goumba se rend compte que, qu'on le veuille ou non, on arrivera aux indépendances. Il y a très peu de cadres, comme par exemple au Sénégal ou ailleurs. Il était là-bas, il a vu. Le Sénégal avait peut-être près de 100 médecins, déjà à l'époque. À ce moment, on avait un seul. Goumba. Il dit non, c'est pas possible. Il faut accélérer la formation des Centrafricains. Il regarde dans le budget de la loi cadre, à l'époque, il voit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Il veut enlever le budget consacré aux catéchistes, parce que, évidemment, c'est la pauvre Bangui Chari qui finançait les catéchistes. Il a dit, je vais enlever les catéchistes, je vais remplacer par des formations accélérées de centrafricains, de médecins, je sais pas moi, d'économistes et tout pour l'indépendance. Goumba a été confronté à la colère du Vatican. Il y a des articles de l'époque, la presse internationale, qui le mettaient avec le truc d'Hitler. Il a tenu bon, Boganda l'a soutenu. Vous voyez Dako faire ça à l'époque. C'est parce que Boganda avait su que Goumba pouvait. Parce que Boganda savait bien que la loi cadre, il fallait être fort pour être dans la loi cadre. Il a pris Goumba. Donc les médiocres, c'est que quand Boganda meurt, on a pris les médiocres. Je peux vous donner d'autres exemples. Hein. Vous voyez, donc le néocolonialisme montre bien que, regardez, le cas de Bokassa. Il y avait Isamo à l'époque de Bokassa. Quand il y a eu le coup d'État de la Saint-Sylvestre, les Français voyaient plutôt Isamo. Bokassa, avant d'être président, il était souvent sous là. Hein. On le retrouvait deux fois ivre au départ. Mais les Français ont choisi Bokassa parce qu'il fera bien le boulot. Donc le néocolonialisme aime bien les médiocres. C'est pas qu'ici, un peu partout, c'est pareil. Donc il faut combattre ça. Ensuite, vous avez la malgouvernance sur les populations. Oui, la malgouvernance a une répercussion, frère Hervé, sur les populations, la jeunesse et autres et tout. Mais le problème, c'est que ça doit créer en nous l'esprit de révolte. On ne doit rien attendre de cette gouvernance. Au contraire, ça doit nous inciter à une insurrection. Insurrection des consciences et insurrection dans l'action. Ça ne sert à rien d'avoir des positions épidermiques. On a beau crier, on a beau prendre le micro, on a beau faire ce qu'on doit faire, ça n'a pas d'impact. Au contraire, on sera identifié, isolé et arrêté, éliminé. Il faut l'organisation. Parce que ce système qui nous assaille est organisé. Il faut de l'organisation aussi en face. L'organisation en face. Il peut sortir aussi de l'idée des leaders charismatiques. Les leaders charismatiques, il faut sortir de cette idée. Sinon, on attendra les Thomas Sankara 50 ans, Lumumba 20 ans, ainsi de suite. Il faut que nous ayons l'organisation, qui est 10 000 Thomas Sankara, 10 000 Lumumba, 10 000 Nkrumah, ainsi de suite. Il n'y a pas de répit, on ne laisse pas de répit à l'impérialisme. Il y a un qui tombe, 10 000 sur debout, ainsi de suite. Comme les frères musulmans. On ne peut pas les apprécier. On ne voulait pas d'un leader, on a pris Morsi. Morsi est passé. Qui connaissait Morsi du jour au lendemain? On a imposé Morsi. En Égypte. Vous voyez, les panafricanistes doivent faire cette épreuve. Et notre tâche, c'est d'exister. On n'existe pas. En tout cas, dans le champ politique, dans le champ social, les panafricanistes n'existent pas. Donc il nous faut exister. Comment? Il faut, de toute manière, dictature ou pas, il faut que nous soyons soit dans l'association, s'il y a la dictature, travailler le social, travailler la population,
si le système le permet, parti politique pour conquérir. Dès qu'il y a une ouverture, parce que la politique est aussi une affaire d'opportunité. Quand vous voyez des pays dictatoriaux, mais un jour, il y a quelque chose qui va se passer. Quand vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Si vous êtes déjà organisé, vous allez saisir la moindre opportunité. La politique, c'est aussi ça. Mais il faut être organisé à ce moment-là. Et si nous ne nous occupons pas, nous panafricanistes, des populations, de leurs problèmes, mais comment ils vont comprendre ce que nous voulons? Vous leur dites, j'avais dit hier, des États-Unis d'Afrique, quelqu'un qui a besoin de l'eau, de l'électricité, que la propriété soit devant sa parcelle, les États-Unis d'Afrique ne disent rien. Par contre, si vous vous montrez intéressé par ces problèmes quotidiens, si nous nous battons pour prendre une municipalité, là, pour s'occuper de l'eau, on fait une gestion différente, une gestion participative, où on montre que nous pouvons faire autre chose que ceux qui sont au pouvoir, ils vont être reconnaissants à nous un jour. Ensuite, l'affaire de la langue, le swahili. Bon, mon frère, non, j'étais peut-être un peu lapidaire dans le texte, c'était normal. Un État moderne ne peut pas ne pas avoir de langue officielle. Il y a une langue officielle aujourd'hui. Il y a une langue nationale. Sango, c'est ça. Mais il y a les langues, les dialectes, les autres langues continuent. Les autres langues continuent. On parle bien le Yakoma, le Banziri, tout ça, on parle. Mais un État moderne doit avoir une langue. Le Swahili ne tue pas le Sango, ni le Lingala, ni quoi que ce soit. Mais il faut décider à un moment donné quelle langue on va donner aux États-Unis d'Afrique. On est moins aliéné en parlant Swahili qu'en parlant l'anglais, autre. Il faut que les panafricanistes fassent le travail nécessaire. Nous avons une école africaine inaugurée par Cheikh Anta Diop. Ils ont fait un travail soutenu sur notre unité radicale linguistique. Le Swahili, comme le Sango, sont des langues dites bantou. Ils ont un ancêtre commun pré-dialectal. Ça s'appelle le proto-bantou. Nous parlons la même langue. Le Sango et le Swahili, c'est la même langue. Les intellectuels africains ont fait le travail nécessaire. Mais comme on ne nous apprend pas ces travaux-là dans nos universités, on dit que le Swahili et le Sango sont différents. Non. Le proto-bantou, c'est l'ancêtre commun pré-dialectal. Et ces langues ont des ramifications jusqu'à l'Égypte antique. L'Égyptien ancien a des liens avec toutes nos langues. Ces travaux sont là. C'est pourquoi ces gouvernements sont des gouvernements terribles. Donc, parler le Haoussa ou le Swahili ou je ne sais pas quoi, on est moins aliéné quand on est Banziri ou bien Mokongo ou bien Mboshi ou bien Baoulé, tout ce qu'on veut. On est moins aliéné parce qu'on est dans la même grande famille linguistique. Les Européens font le même travail. Ça s'appelle l'indo-européen. C'est leur proto-langue de base. D'accord? Donc je pense que c'est juste une affaire de formation et d'information, de connaissance aussi. C'est aux panafricanistes de faire ce travail. Le frère Félix a dit, la lettre de Bogota, oui, ça confirme simplement ce que Bogota disait. On ne peut pas gouverner un pays sans armée, sans les connaissances, sans tout ça. Et je pense que si Goumba a mené cette bataille jusqu'au bout, c'est aussi parce qu'il voulait que toutes ces conditions soient réunies. Il y a la jeunesse qui lui reproche d'avoir accédé à être Premier ministre de Bozizé en 2003. Donc souvent on oublie un peu techniquement que c'était la transition. C'était un régime. Goumba n'a pas été Premier ministre d'un régime, Premier ministre d'une transition. Il faut quand même devoir rappeler les mots à leur place. D'accord? Et après, quand Bozizé gagne, il a porté plainte contre Bozizé, il a contesté les fins de Bozizé. Et on a voulu demander d'être médiateur de la République. Il a fini comme médiateur. Goumba n'a pas été Premier ministre d'un régime, d'une transition. C'est aussi technique. On va un peu trop vite dans les ordres. Après, c'est discutable d'avoir accepté le Premier ministre de transition. Mais c'est la seule fonction qu'il a acceptée depuis 60. Depuis 60. Si c'était pour l'argent, je pense que Goumba aurait été déjà le président. Les Focars ont voulu qu'il soit président. Les forces africaines voulaient faire le néocolonialisme avec le moins idiot. Comme ça couvre mieux. Il a dit non, je ne serai pas ce nègre de service. Et la médiocrité a continué. Le frère Cyprien, l'homme de Bangassou, xénophobie en Afrique du Sud. Bon, ben, la xénophobie en Afrique du Sud, ça ne fait que rejoindre ce qu'on appelle l'échec de l'Union africaine. L'ANC qui est au pouvoir, l'ANC de Mandela, a bénéficié des soutiens des peuples africains entiers, même les gouvernements néocoloniaux.
et des gouvernements aussi courageux. C'est tout pour eux. De Kadhafi, il faut le dire, de tout le monde. L'ANC ne peut pas laisser ce genre de choses. Dernièrement, le Nigeria a rappelé à l'ANC cette réalité, cette histoire. Mugabe leur rappelle souvent. Mugabe a donné beaucoup. Mugabe a donné des bourses, tout. Aux dirigeants de l'ANC. Et même aux familles sud-africaines qui fuyaient l'apartheid. Mais ce sont les Zimbabwéens qui sont victimes de la xénophobie le plus directe. Donc, qu'est-ce que ça enlève au panafricanisme? Non, le panafricanisme. Les panafricanistes ne sont pas au pouvoir. Nous nous battons. Bambi va tout à l'heure donner la Ligue panafricaine. Vous allez comprendre quelle est la stratégie que nous voulons mettre en place. C'est ça. Donc, je pense que c'est l'échec de l'ANC. L'ANC a échoué. Et c'est pour ça que certains pensent que, avec tout ce qu'on doit à Mandela, de son vivant, il y avait déjà ce genre de choses. Il aurait fallu qu'il pèse de tout son poids pour que les Africains soient respectés en Afrique du Sud. Parce qu'il était panafricaniste. D'accord? Bon, après, l'ANC est au pouvoir, on dirait qu'il est au pouvoir. L'Union africaine, les États concernés, les vassaux, oui. Alors, juste rapidement, quand on a créé l'OUA en 1963, il y avait deux camps. On appelle le groupe de Casablanca et le groupe de Morandé. Ces deux camps apparaissent avant la création de l'OUA. Le camp de Casablanca est plus ou moins dirigé par Kwame Nkrumah. Le camp de Morandé par Houphouët-Boigny. Cette dissension vient à la suite de la mort de Lumumba. Dès 1961, les Africains sont déjà divisés. Il y a ceux qui condamnent, ceux qui ne condamnent pas. Ces divergences vont jusqu'à Addis Abeba. Quand ils arrivent à Addis Abeba, même le groupe de Nkrumah est faible. Nkrumah n'arrive pas. Tous ces chefs d'État en 1963 ont presque validé la conférence de Berlin. Ils ont validé les frontières. Pire, dans le texte de création de l'OEA, ils disent, nous, comment on appelle ça déjà? Ils vont faire l'intangibilité des frontières. L'intangibilité des frontières. Donc l'OEA n'est pas le panafricanisme, c'est la mort même du panafricanisme. L'OEA tue le panafricanisme. Vous voyez? Et donc, on avance, ils ont fait échec en échec, jusqu'à ce qu'ils ont fait l'UA, un peu par mimétisme par rapport à l'Union européenne. Mais c'est la même OEA, le fonctionnement est le même, il y a une conférence de chefs d'État. On ne décide jamais rien là-bas sur la conférence de chefs d'État. Moi je dis souvent, comme ils sont tellement inconsistants sur le plan international, ils utilisent l'OUA ou l'UA comme une plateforme pour exister sur le plan international. Mais ils ne font rien. Les jeunes Africains meurent tous les jours dans les bateaux dans les bateaux de fortune pour aller en Europe. Ce n'est pas une cause assez suffisante pour convoquer une réunion extraordinaire. Mais quand il y a des attaques à Paris, on va dans les ambassades de France pour faire des Stella-Malek. Mais les Africains meurent tous les jours dans les bateaux pour aller. Est-ce que l'UA devrait même déclarer sa mort? Vous voyez, il y a eu la xénophobie au Congo-Brazzaville vis-à-vis des gens de RDC. Qu'est-ce que l'UA a fait? Vous voyez, qu'est-ce que l'UA a fait? Donc l'UA pour nous, c'est une escroquerie intellectuelle. Donc voilà, après, le dernier, Florian, les élus actuels seront-ils capables? Non, ils ne seront pas capables de dire non à l'Occident. Non, parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour perpétuer ce système. Hélas, c'était d'ailleurs symbolique hier. Pendant que nous étions en train d'analyser le système, on voyait nos propres frères, compatriotes crier dans la rue, derrière tel candidat avait, avec une bouteille de bière, et ainsi de suite. Nous sommes devenus les complices de notre propre destruction. Complices de notre propre destruction. Tous ces gens qui sont là, on les connaît. Il ne faut pas dire demain, ah, il nous a trompé, il avait dit ça. Non. Parce qu'en définitive, qui va nous libérer? Il faut se libérer soi-même. Il ne faut pas attendre que les autres viennent vous libérer. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Même si tu peux compléter quelque chose. Toujours un petit complément, merci Diogène. Alors, pendant son intervention, je prenais des notes, je souriais, je ne vous le montrais pas. Durant vos questions, c'était pareil. C'est-à-dire que l'Africain du 20e, du 21e siècle, il faut vraiment essayer de le comprendre. Trois petites choses. Il y a un candidat, ici, qui a été attrapé à Paris il y a peut-être 2 ans. Vous savez, nous, les Africains,
je ne sais pas s'ils sont partis même, hein, mais en tout cas je ne le citerai pas, parce que je n'ai pas de preuves pour étayer mon argumentation. Nous les Africains, partout où nous allons, c'est comme les Blancs aussi, hein, quand ils vont quelque part, ils aiment bien avoir leur fromage avec eux, leur steak, et nous emportons souvent les mets de chez nous. Et donc ce candidat avait du singe dans ses bagages. Bon, il s'avère simplement que dans certains pays européens, le singe, non, ça ne doit pas passer. Et donc il a été attrapé, mais bon, vu que c'est un France-Africain quand même, on n'a pas vraiment fait de publicité. On a juste dépossédé de ce singe. Et donc un frère qui m'est très proche discutait avec un frère de la Centrafrique qui est partisan de ce monsieur, et il a mis ça sur la table. Il a dit, moi ce n'est pas sérieux qu'un homme qui se dit homme d'État fasse ce genre de choses, etc., etc. Et vous savez quelle a été la réponse du frère? Il dit non, il ne peut pas prendre du singe à Bangui, emporter à Paris. C'est forcément les gens du pouvoir qui ont mis ce singe dans ses bagages. Donc, pour vous dire qu'à un moment donné, même quand l'évidence est là, nous nions, soit parce qu'on est du même village, soit parce qu'on est du même parti, ou je ne sais quoi. Mais c'est terrible. Et c'était sa seule argumentation. On me dira, il n'est pas intelligent, il n'est pas allé à l'école. Non, c'est un bac plus 4 en économie, c'est quand même quelqu'un qui est allé à l'école. Mais son argument, c'est non, 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 il dit, c'est les gens du pouvoir à Bangui qui ont pris ce singe, qui ont mis dans ses bagages, ce monsieur ne peut pas faire ça. Bref. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous sommes au Mali. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, je crois, venait d'être à peine élu. Bravo à lui, c'est bien, il n'a pas de campagne. Et 2 journalistes français venaient de perdre la vie. Je crois qu'ici, il y a des membres du club RFI, donc vous devez vous en souvenir. Une journaliste, Justine Dupont, et un caméraman. Apparemment, ils ont été assassinés. On peut supposer, pardon ? L'autre, non, merci. Apparemment, ils ont été assassinés, soit par des Boko Haram, je sais pas, je sais jamais comment les appeler, ces gens-là. Ils changent de nom en fonction du pays, mais c'est la même idéologie. Massacrer le maximum de nègres qui ne veulent pas, non, mais c'est vrai, qui ne veulent pas se soumettre à leur idéologie. Et on a vu le président Ibrahim Boubacar Keïta aller, c'est pas ça, à la télévision, devant les cadavres aller devant les cadavres de ces 2 journalistes et pleurer, sincèrement. Moi, ça m'a fait mal. Il a pleuré. J'étais dans un pays hors d'ici où j'ai l'habitude d'emporter mes tissus. Quand j'achète des tissus, je vais voir. C'est un aîné. Il est de nationalité sénégalaise, malien d'adoption. Bon, un Africain comme on aimerait en rencontrer. Il parle Wolof. En tout cas, bien. Alors, lui, il est musulman, pratiquant, mais il ne perdra jamais son temps à vouloir convertir les gens à l'islam. Ça ne l'intéresse pas. Et quand je vais le voir, c'est vraiment des bons échanges qu'on a. Et fatalement, on a parlé de ça. Je lui ai dit, mais explique-moi, grand frère, comment et pourquoi cet homme, alors qu'il y a eu des inondations à Bamako il n'y a pas longtemps, il n'a rien dit, il n'a pas versé une larme, en tout cas pas en public, peut-être dans sa chambre, on ne sait pas, peut-être dans son bureau présidentiel, on ne sait pas. Comment cet homme ne dit rien sur tous les morts des inondations, sans compter les autres morts que nous connaissons, maliens, mais il va pleurer pour ces 2 Français. Écoutez la réponse, c'est extraordinaire. Il dit, mais les inondations, c'est Dieu qui a voulu, on ne pleure pas pour ça. Mais là, les journalistes, ils ont été assassinés. Et face à ça, je ne sais plus quoi dire. Mais l'Africain moderne, c'est ça. Et c'est ce qui explique que des gens vont à Paris défiler lorsque les Blancs se font assassiner, mais ne font rien en Afrique. Mais c'est la suite logique. Et nous, notre mission en tant que panafricanistes, c'est de dénoncer ces faits, de les rappeler. Mais on n'invente rien. Abel Goumba le faisait et le disait déjà en son temps. Tout ce que Diogène a dit tout à l'heure peut être résumé à ça. On est africain par la peau, on est africain peut-être par son nom, mais en réalité, notre cerveau, un coup il est à Rome, un coup il est à Riyad. Ah non, mais c'est comme ça. Quand un avion s'écrase en Arabie Saoudite où des pèlerins vont mourir à la Mecque, bon, il y a un peu 2 interprétations. On est content parce qu'on se dit qu'ils sont morts à la Mecque, donc ils iront directement au paradis. Mais s'ils meurent juste avant d'arriver à Riyad, on est malheureux. Bien, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais ici, rien du tout. Mais on peut le dire, ici, on l'a dit hier. On peut sortir d'ici, il y a 2 personnes qui sont assassinées, on va passer. Mais je vous promets, si ce sont des Blancs, on va s'arrêter, on aura pitié. Et en RDC, ils ont trouvé un beau dessin que j'ai beaucoup aimé. C'est un Blanc qui va s'installer dans un quartier dit populaire. Et donc les gens du quartier vont se cotiser, viennent lui donner de l'argent pour dire, ah non, c'est en Côte d'Ivoire, c'est un dessin ivoirien. Pour lui dire, s'il te plaît, il ne faut pas gâter les noms des Blancs. Prends cet argent, quitte le quartier, va habiter chez tes frères qui sont riches. Mais la mentalité de l'Africain aujourd'hui, c'est ça.
Mais si nous ne combattons pas ça, si nous ne déconstruisons pas ça, on n'ira pas plus loin que ça. Dans 10 ans, dans 20 ans, on fera les mêmes conférences et je crains, je le dis souvent, que ce soit nos enfants qui nous jugent et leurs enfants aussi poseront les questions que vous êtes en train de poser aujourd'hui. On ne peut pas avancer dans de telles conditions. Les questions que vous avez posées, mais à un moment donné, il ne faut pas rêver. Quelqu'un qui est médiocre, on ne peut rien attendre de lui. Non, mais il n'y a rien à attendre de lui. Moi, je vous laisse parler pour me poser vos questions, mais je suis obligé de vous faire violence. On n'attend rien d'un médiocre. Il faut bannir la médiocrité de notre vie, de notre environnement, de notre espace. La médiocrité n'est pas africaine. Ça ne doit pas passer. Ce n'est pas parce qu'on est RCA, depuis la mort de Boganda, tous les chefs d'État se sont comportés comme des tinquins avec le pire d'entre eux que nous devons nous dire c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. C'est un système qui est étudié, qui est scientifique. Je l'ai dit hier, nous l'avons dit hier, quand il a fallu chasser Bokassa, ils ont pris le plus malléable des Centrafricains. David Dago. Ils l'ont dit, c'est écrit noir sur blanc. Je n'ai jamais entendu un seul homme politique qui se réclame de Dago dénoncer cela. C'est une injure. Injure faite à la personne de David Dago, injure faite à la personne des militants de David Dago, injure faite aux Centrafricains, injure faite à tout le peuple noir. Mais personne ne dénonce cela. Ça passe comme une lettre à la poste. Et dernière anecdote, et je vais en finir et on va passer à autre chose. Lorsque Boko Haram, encore eux, je ne sais plus comment les appeler, se met à semer la zizanie au nord du Mali. Ils tuent, ils décapitent, ils coupent les mains et autres. Les Africains discutent, comme d'habitude. Ils réfléchissent, comme d'habitude. Acmi, hein, voilà, j'avais oublié, merci beaucoup. Ils attendent, et voilà, Moujao. Et nous, on se moque de nous parce qu'on dit Moujao ou Mouja, c'est les mêmes lettres. Bon, mais c'est pas grave. Nous acceptons la caricature. Jusqu'à ce que Paris, évidemment, Paris c'est Dieu le Père, hein, vous savez, on peut appeler Dieu le Père, on peut appeler ça Allah, c'est la même chose. Paris dit, bon allez, on va venir vous sauver. Et quand ils interviennent, parce que l'armée malienne ne valait rien, ATT, tout général qu'il était, il n'était pas à la tête d'une vraie armée. Alpha Omar Konaré, c'est pareil, 10 ans de pouvoir pour rien, zéro bilan. Et Acmi est repoussé, attrapé. Je me souviens à l'époque, j'écoutais beaucoup Radio Colonie, RFI, et il y a cette émission de Juan Gomez, Appel sur l'actualité. Et alors, ce monsieur, il est extraordinaire. Depuis Bamako, il dit ceci. Je suis contre l'intervention de l'armée française ou de l'armée malienne au nord du Mali. Je suis étonné, je me suis dit, ah bon? Il y a quand même un Malien qui peut être contre ça. Et j'écoute, écoutez son argumentaire. Accrochez-vous bien, j'espère, là où vous êtes. Et coupez vos portables. Il dit ceci. Ces gens de Acmi qui, certes, sont en train de faire des choses, il ne dit pas qu'ils sont en train de tuer, de couper les mains, mais certes, en train de faire des choses au nord du Mali. Ce sont quand même nos frères. On ne peut pas les tuer comme ça. Donc, les gens ont le droit de venir dans notre maison, dans nos maisons, tuer, violer, au nom d'une idéologie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand ces gens tuent, ils tuent au nom de l'islam. Ils ne tuent pas au nom d'autre chose. Ils ont le droit de le faire. Mais à partir du moment où on se met à riposter, ce qui est le droit le plus légitime, le moindre animal, quand vous l'attaquez, il riposte. Mais nous, les êtres humains, parce qu'on est africains, nous devons accepter cela et nous ne devons pas nous défendre. Pourquoi? Parce que cet homme, il vit à Bamako, il mange à Bamako, il boit à Bamako, il se marie à Bamako, mais sa tête, son esprit et son âme sont à Riyad. Mais on ne peut pas avancer ainsi. Et nous devons le dire à chacun de nos frères, à commencer dans nos propres foyers. Même si avec votre épouse, votre compagne, votre compagnon, vous êtes de confession religieuse différente, il faut lui dire la vérité. Vous savez, chez moi, en lingala, on dit, la vérité, c'est comme le sexe de sa maman. On n'a pas envie de la regarder en face. Et bien, c'est ce qui ne nous fait pas avancer. Voilà. Vous prenez un enfant, il est assis face à sa mère, s'il voit des choses qu'il ne faut pas voir, il se lève, il s'en va. Il ne le dira pas. Mais nous, on doit le dire. Merci. Alors, je suis désolé, hein, mais il faut crever l'abcès. Il faut crever l'abcès. Alors, il est 10h40. On est très en retard par rapport à notre...